C'est quoi la société qu'on veut? Où voudrons-nous aller? Où aimerions-nous aller, hein? Ce sont les quelques questions auxquelles on va tenter de répondre au cours de débats. On est en train de passer dans la deuxième moitié de l'échiquier. C'est ce que j'appelle le scénario de la révolution technologique. Nous allons être obligés de prendre de plus en plus de risques pour la liberté d'expression. On peut se poser la question, est-ce qu'on est à un point de bascule? Est-ce qu'on est perdu? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous pouvez m'entendre de manière claire. Excusez-moi pour ce petit bruit. Bonsoir à tous, j'espère que vous pouvez m'entendre. Bonsoir Madame Versini, enchantée. J'espère que vous pouvez bien m'entendre. Oui, n'hésitez pas. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Comment s'est passée la journée? Bonne journée internationale des droits de l'enfant. Vous n'êtes plus des enfants. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Pas si loin pour certains. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Écoutez, c'était fantastique. Donc, pour la journée internationale des droits de l'enfant, on a décidé d'organiser une grande formation sur les droits de l'enfant pour environ 250 à 280 enfants parisiens. Donc, on a eu des enfants qui sont venus avec des partenaires associatifs, des enfants qui vivent dans des centres d'hébergement d'Emmaüs, des enfants qui sont dans des foyers d'aide sociale à l'enfance. On a eu des enfants qui sont venus avec le Secours populaire, mais on a eu aussi des petits Parisiens qui se sont inscrits sur le site de la ville, paris.fr. Et c'était vraiment formidable parce qu'ils ont eu d'abord une sensibilisation aux droits de l'enfant avec notre équipe de jeunes volontaires des droits, qui sont des jeunes en service civique. Puisqu'à Paris, nous avons créé, il y a un an, une mission des droits de l'enfant. C'est très important parce que nous avons des équipes de jeunes volontaires des droits en service civique que nous formons de façon très, très solide, très, très sérieuse, avec les meilleurs juristes, les meilleurs professionnels. On leur fait passer le BAFA et ils se déploient dans les établissements scolaires, les collèges, les centres de loisirs, les centres sportifs, les établissements d'aide sociale à l'enfance, les établissements pour enfants handicapés. Voilà, pour nous, pour la mère et moi-même, l'objectif, c'est vraiment de développer une culture des droits de l'enfant à Paris pour que tous les enfants sachent qu'ils ont des droits fondamentaux et qu'ils sachent comment faire lorsqu'un droit est atteint, à qui s'adresser. Et aussi, on met en place beaucoup de consultations, parce que c'était basé sur une consultation qui a donné lieu à une charte parisienne des droits de l'enfant, dans laquelle la ville de Paris, la maire de Paris, s'est engagée à mieux protéger les enfants, à répondre à des demandes qui étaient de pouvoir leur donner la parole, leur permettre de mieux participer. On voit que ça, c'est une demande vraiment importante de tous les enfants, de participer. On va créer un forum, enfin un conseil des enfants pour pouvoir les consulter sur toutes les politiques publiques de la ville. Également, il nous avait demandé de mieux les protéger parce que les enfants ont fait remarquer qu'ils sont beaucoup victimes de harcèlement scolaire et de harcèlement sur les réseaux sociaux, cyberharcèlement. Puis, il y a aussi des violences physiques, psychologiques, sexuelles. Donc, on a fait un plan parisien de lutte contre les violences faites aux enfants que l'on applique. On a ouvert une maison de Marion qui est maintenant ouverte dans le 13e arrondissement de Paris pour les enfants qui vivent du harcèlement. Mais aujourd'hui, c'était super parce qu'on avait tous nos partenaires associatifs. On avait aussi les grands numéros nationaux dédiés. Le 119, qui est le numéro pour l'enfance en danger, que tout enfant doit connaître par cœur pour savoir à qui appeler. Le 3018, qui est le numéro qu'un enfant peut appeler, mais aussi un adulte dans les situations de cyberharcèlement. Et le 3020 pour le harcèlement, je dirais classique, sachant que le harcèlement classique, il est souvent renforcé, malheureusement, par du cyberharcèlement. Voilà. Donc, les enfants ont pu prendre la connaissance de tous leurs droits. Il y en avait des petits, il y en avait des plus grands.
et ils ont pu comprendre qu'ils avaient des droits, qu'il y avait des lieux, qu'il y avait des associations qu'ils ont rencontrées. Bon, c'était une journée fantastique, très riche au CRI. Et voilà, je pense que c'est un événement majeur. Et si toutes les villes du monde mettaient en place des événements comme ça, les enfants seraient beaucoup mieux protégés partout dans le monde. Merci beaucoup, Dominique, pour cette première intervention. Je reviens vers vous dans 1 minute. Je vois que Nicolas, tu m'entends? Oui, on t'entend, on est 4 Jack. Super. Vous êtes à l'envers, là. On vous voit en bancal. Mais ça va. Ah, voilà. On vous voit. Ouais, dans l'autre sens, là. À l'envers dans l'autre sens. À l'envers dans l'autre. Ah, stop. Nickel. Merci beaucoup, Nicolas, de nous rejoindre. Je sais que tu étais en ce moment donc à une manifestation. On voulait vraiment t'avoir 5 minutes pour qu'on puisse entendre un rapide témoignage de ta part, de votre part, à propos de notamment la COP 26 à laquelle tu étais il y a quelque temps. Est-ce que tu peux notamment nous en dire un petit peu plus en ce qui concerne le pouvoir et les négociations autour et par la jeunesse dont tu as pu être le témoin là-bas? Nicolas, si tu pouvais y passer quelques minutes, dis-nous. Alors, en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle les Leaders pour le climat. Et cette association, elle va envoyer régulièrement notamment des jeunes aux négociations internationales. Par exemple, climat. Quinzaine de participants sur les 2 dernières semaines à la COP et certains qui étaient en tant qu'observateurs, 2 jeunes qui étaient en tant que jeunes délégués avec la délégation française et donc qui étaient vraiment au cœur de ce qui se passait, au cœur des négociations dans la COP. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, que vous nous entendez bien parce qu'on est dans un café et il y a pas mal de bruit autour. Je peux vous proposer il y a Esther à côté de moi qui était présente notamment en zone bleue, donc la zone institutionnelle avec les pavillons des différents États et les négociations. Donc, je peux vous proposer que Esther, on a fait dans cette zone et ce qu'elle a vu. Là, il y a bien donc Esther. Nicolas, tu m'entends? Si tu m'entends, voilà. Ouais. Désactive votre vidéo peut-être. Est-ce que vous nous entendez? Oui, peut-être désactive ta vidéo pour qu'on puisse prioriser sur le son et pour qu'on puisse vous entendre bien. Désolée pour les problèmes techniques du coup. Pas de problème, Estelle. Moi, je suis Esther. Vous nous entendez? Ouais. Donc, yes. Moi, j'étais dans la zone bleue. On a aussi Corentin avec nous qui était avec Nicolas dans la zone verte et qui ont beaucoup observé le côté mobilisation de la société civile autour de la COP. Donc, je vais aller un peu vite sur la zone bleue pour qu'ils aient le temps de vous en toucher un mot parce que c'était vraiment très intéressant. Nous, en zone bleue, en tant qu'observateurs, en fait, on appartient à une constituante qui s'appelle les Youngo. Donc, c'est toutes les associations et représentants de la jeunesse au sein de la COP. C'est une constituante à part entière qui a été instaurée depuis le début de la COP. Donc, c'est quelque chose d'institué que les jeunes participent à la COP. On est là principalement pour comprendre les négociations un peu de l'intérieur, comprendre ce qui se passe, essayer de suivre des sessions, donc des plénières, des négociations, essayer d'aller parler avec des délégués pour comprendre les sujets. Après, c'est vrai que les sujets qui restent à négocier, là, c'est très technique. Par exemple, cette année, c'était sur la transparence, c'était sur comment est-ce qu'on va faire du reporting, voilà, des sujets plutôt techniques. Donc, c'est pas non plus évident toujours à suivre. Il y a des sujets plus faciles comme le genre, les financements de l'adaptation où on arrive mieux à comprendre. Du coup, globalement, on est là pour suivre ça et aussi pour rencontrer les autres acteurs qui sont présents au sein de la COP. Nicolas a parlé des pavillons. En fait, chaque État a un petit pavillon ainsi que d'autres acteurs. Et en fait, du coup, c'est une sorte d'énorme foire du climat qui se tient dans la zone de négociation, à côté de la zone de négociation, où on peut aller rencontrer des scientifiques. On a rencontré Valérie Masson-Delmotte, qui est la vice-présidente du GIEC, qui a pris beaucoup de temps pour parler avec les jeunes, notamment. On a rencontré des délégués, des gens aussi d'entreprises, par exemple, qui viennent présenter des solutions. Vraiment tout un panel d'acteurs très, très différents. Donc voilà, c'est principalement ce qu'on fait sur le plan de l'observation. Et ensuite, le but de Jack,
c'est d'aller faire des conférences auprès de la jeunesse, notamment lycée, université, école, mais aussi auprès du grand public pour pouvoir justement partager cette expérience et sensibiliser sur le climat par ce biais-là notamment. Voilà, pour mon petit témoignage sur la zone bleue. Je vais peut-être laisser Corentin et Nicolas prendre la parole sur ce qui s'est passé côté société civile aussi et ce qu'ils en retirent et ce qu'on en retire au sein de l'asso. Avec Corentin et d'autres Jack, on a pu assister en fait à un événement qui s'appelle, à plusieurs événements un regroupement d'événements qui se sont appelés le People Summit, qui a été organisé par une coalition d'associations internationales à Glasgow et qui a organisé environ 150 événements dans 13 lieux différents dans Glasgow. Et en fait, ces événements, ils permettaient de mettre en lumière et de représenter plein de personnes de la société civile qui ne sont pas suffisamment représentées dans les négociations, qui n'ont pas de poids dans les négociations, donc qui ne sont pas, par exemple, représentées en tant que État. Donc, ça peut être des peuples autochtones, des experts et plein d'autres personnes de la société civile, des associations. Et ça, c'était vraiment très, très intéressant de pouvoir voir les deux mondes, la COP institutionnelle avec les négociations et le monde de la société civile qui a plein de choses à proposer, plein de pistes de solutions, plein de revendications aussi, qui essaient d'expliquer qu'ils sont pas suffisamment, leur voix n'est pas prise en compte, que les bénéfices, que les actions engagées par les États sont pas le plus important et que le plus important, c'est aussi le consentement des populations à mettre en œuvre les solutions ou les actions des États. Et donc, voilà, c'était très intéressant d'avoir ces deux visions. Et notre Corentin, rôle, pour les tu prochaines... m'entends ? Oui. Ouais, super. Je te redonne la parole dans une minute. Madame Versini va devoir nous quitter bientôt. Je voulais rebondir sur exactement ce que tu disais et peut-être, Madame Versini, sur ce 6e pilier de la charte parisienne des droits de l'enfant qui concerne la planète et un droit à un environnement propre et sain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, peut-être en faisant le lien avec des initiatives de la ville de Paris autres telles que l'Académie du climat? On vous écoute. Oui, absolument. Lorsqu'on a fait la consultation parisienne auprès d'enfants pour leur demander de créer une charte parisienne sur les droits de l'enfant, on s'est rendu compte, et c'est normal, que la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a 32 ans, n'avait pas vraiment envisagé la question du climat quand même. Il y a des toutes petites choses sur avoir une eau potable, etc., mais il n'y avait pas une vision globale parce qu'il y a 32 ans, il n'y avait pas une conscience des problèmes, une conscience aussi importante des problèmes que nous rencontrons avec la planète et des problèmes de la planète. C'est pour ça que c'est très important. Moi, je pense d'ailleurs que si aujourd'hui on votait la Convention internationale des droits de l'enfant, si on l'écrivait, il y aurait forcément un droit à avoir une planète qui permette de vivre et de s'épanouir et d'être en bonne santé et à respecter la planète, ça c'est sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que on s'est engagé avec Anne Hidalgo à respecter toutes les demandes des enfants qui étaient posées dans la charte parisienne. Il y en a vraiment beaucoup qu'on a réalisées, mais surtout sur le climat. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de créer une académie du climat en occupant une mairie entière, qui était la mairie du 4e arrondissement, puisque tous les services ont été regroupés dans le 3e arrondissement. Donc, la mairie du 4e était vide et elle est entièrement devenue une académie du climat. Et les enfants peuvent y aller avec leurs écoles, avec leurs parents, pour justement comprendre des problématiques du climat, apprendre des tas de choses sur l'alimentation, sur le respect de la terre, le respect de l'eau, voilà, et la façon dont leur génération, dont je suis sûre que c'est celle qui va nous aider à régler les problèmes, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des avancées dans la COP26, mais c'est toujours laborieux parce que c'est des gens de 60 ans qui décident. Et je pense que les enfants, eux, ils sont très conscients des problèmes de la planète. Et quand eux, ils seront au pouvoir, dans les années à venir, ils seront ceux, c'est la jeunesse qui va vraiment faire passer un cap nouveau. Alors, il y a une petite fille là qui est présente et qui a participé à la rédaction de la charte parisienne des droits de l'enfant.
Et on va lui donner la parole parce que je crois qu'elle a des choses à dire très, très intéressantes. Elle est avec Vanina, qui est la responsable de la mission des droits de l'enfant. Et donc, Vanina, tu vas présenter ton invité. Bonjour à toutes et tous. Je suis effectivement avec Naïlem qui, l'année dernière, a participé aux ateliers d'écriture de la Charte parisienne des droits de l'enfant et qui, là, un peu au débeauté, sans même être préparée, voilà, vient vous en dire un petit mot, l'expérience, comment elle l'a vécue, ce que c'est pour elle et puis ce qu'elle en a retenu. Donc, Naïlem. Bonjour. Du coup, ce que j'ai retenu, c'est qu'on avait des droits et qu'on pouvait en parler à des adultes. Et aussi, ça m'a fait en apprendre de nouveau que je ne connaissais pas. Du coup, au début, on a eu une présentation où des gens nous ont parlé un peu de nos droits et de qu'est-ce que c'est nos droits et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et du coup, ça m'a plu. Après, on a fait des ateliers, c'était intéressant parce que du coup, on pouvait on a fait une fleur et on décrivait les droits qui étaient pour nous les plus importants. Et du coup, c'était bien parce qu'on était vraiment impliqués dans le travail et les adultes nous donnaient vraiment une responsabilité et j'ai trouvé ça bien. Et on vous a proposé de faire des propositions pour améliorer vos droits. Oui, voilà, et vous avez du coup imaginé des choses que la ville de Paris et les adultes à Paris devaient faire pour mieux défendre vos droits à Paris. Oui, c'est ça. Et après, on l'a lu à la maire adjointe de Paris parce que la maire ne pouvait pas être là. Et d'abord, c'était un peu intimidant parce qu'il y avait plein de gens, mais après, en fait, c'était bien parce qu'on nous a bien entraînés avant à lire et à ne pas faire de fautes et à être calme et sans vraiment faire de pause ni rien. Et c'était bien. Après, on s'est sentis tous à l'aise et c'était super. Vous avez fait un super boulot et la maire de Paris a signé cette charte avec les propositions des enfants le 20 novembre de l'année dernière. Bravo en tout cas Naïlem et merci pour ton témoignage. Une petite question pour toi, quel est le droit le plus important pour toi? Pour moi, c'est le droit à l'identité parce qu'on est tous uniques et qu'on a le droit à avoir notre propre identité, notre propre prénom, notre adresse et pour moi, c'est important. Super, merci Naïlem. Des questions pour Naïlem, Olivier? Non, je voulais remercier beaucoup Naïlem. Je sais que Dominique est reparti parce qu'il y a un concert avec tous les enfants qui étaient avec toi là. Donc, vous êtes la bienvenue, Vanina, pour rester. Et si vous voulez profiter de la fête aussi, vous êtes aussi les bienvenus pour profiter de la fête. Voilà, donc c'est juste pour dire ça. François va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Il était avec Dominique, il a tout écouté, il rebondira aussi. Et on peut continuer notre conversation. Mais Naïlem, c'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Naïlem, d'être avec nous. Et quand tu le souhaites, bien sûr, retourne auprès de tes amis pour le concert goûter qui t'attend en bas, pas de problème. Mais tu es la bienvenue pour rester. Je me retourne vers Nicolas, Estelle et Corentin, si vous m'entendez. Nicolas, est-ce que tu... Ouais. Oui, on vous entend. Désolée pour l'écourtage de ton intervention, Corentin. Est-ce que tu veux reprendre sur ce que tu disais à propos notamment de la société civile à la COP26 et puis partir de là? Oui, c'était... je peux reprendre, c'était Nicolas. C'était Nicolas. Oui, comme vous voulez. Oui, donc en fait, on a pu assister à plein d'événements autour du People Summit qui représentaient des peuples qui ne sont pas suffisamment représentés dans les négociations. Et de voir ces deux dimensions de la COP, c'est vraiment deux mondes différents entre les négociations institutionnelles et les actions et les événements qui sont organisés par la société civile, qui étaient tout aussi bien organisés qui étaient très bien organisés. Et voilà, donc peut-être est-ce que vous avez des questions sur... ah oui, pardon. En fait, je disais juste avant que justement le travail qu'on va essayer de mener dans les semaines qui viennent, c'est de communiquer et de montrer la place que devrait avoir la société civile dans ces échanges, de communiquer sur les revendications de certaines personnes, de certains peuples. Et
Et puis aussi, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on fait aussi après ces événements, c'est comment est-ce qu'on arrive à encapaciter la jeunesse pour comprendre les négociations, pour comprendre les enjeux géopolitiques, pour comprendre voilà, tous ces enjeux qui sont hyper importants et hyper complexes à appréhender. Essayer de limiter la naïveté de la jeunesse sur ces questions. Ce n'est pas des questions simples, il n'y a pas de solution unique et simple. Et donc, ça va être aussi notre rôle dans les interventions et dans nos communications. Super, merci beaucoup. Et peut-être un dernier mot avant de vous libérer sur le rôle de la jeunesse que tu as pu observer à la COP, leur prise au sérieux au sein des conversations, au sein des négociations. Où est-ce qu'on en est sur ce point-là? Je pense que la jeunesse, elle a plusieurs rôles à jouer dans les COP. Donc déjà, c'est devenir moins naïve sur ces questions et comprendre comment ça se passe. Donc voilà, personnellement, comment est-ce que la jeunesse arrive à être moins naïve sur ces questions. Et puis d'autres rôles, c'est aussi de challenger les négociateurs, de challenger les entreprises, de les questionner sur ce qu'ils font, de leur poser des cols aussi, pour potentiellement influencer. Peut-être que Corentin et Esther, vous avez d'autres idées. Voilà. Peut-être parler un tout petit peu de la mobilisation des masses. Enfin, par exemple, le vendredi du milieu de la COP, il devait y avoir entre 50 000 et 100 000 personnes dans la rue pour le Friday for Future. Et ça, c'est quand même un mouvement qui était initialement lancé par Greta Thunberg. Du coup, je pense que la jeunesse, elle a aussi une place importante dans la façon dont elle mobilise le peuple un peu pour prendre conscience de ça. Enfin, il y a la voix des jeunes qui porte assez loin aussi autour de ces enjeux-là. Enfin, je pense que c'est aussi une facette de la place des jeunes au COP. Super, merci. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être. Je sais que vous organisez, vous faites partie de ce meeting qui aura lieu à l'Académie du Climat ce mercredi 24 novembre à 18h30. Est-ce que vous voulez en dire un mot? Je vais partager le lien dans le chat pour ceux qui seraient intéressés. Et il me semble que l'événement est public, donc c'est peut-être une invitation pour que tout le monde en soit informé. Oui, en gros, il y aura un débrief de la COP avec différentes associations qui étaient présentes, notamment des associations jeunes et notamment les JAC qui seront présents lors de cet événement. Et puis, il y aura des experts. Monsieur Gémen, je crois, Laurence Tubiana. Donc voilà, il y aura différentes personnes présentes à l'Académie du Climat pour présenter ce que c'est la COP et puis la place des jeunes dans ces événements. Un grand merci. Donc, rendez-vous à l'Académie du Climat mercredi 24 à 18h30. Merci beaucoup, Nicolas, Estelle et Corentin. C'était super de vous avoir en duplex d'un bar à Paris. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. J'aimerais redonner la parole à Naïlem. Naïlem, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux activer ton micro et nous parler un petit peu plus de l'impact qu'a eu la charte pour toi et dans ta vie personnelle? À toi. Eh bien, après la charte, j'ai écrit plusieurs articles dans mon école, dans mon collège, parce qu'on a un journal. Du coup, il y a notre documentaliste, elle nous a fait un petit club journal où on écrit des faits actuels, où on parle de certains sujets qui nous tiennent à cœur. Et du coup, je me suis dit que partager mon aventure sur la charte, c'était une bonne idée. Et après, je me suis aussi dit que je pouvais faire d'autres actions. Et du coup, j'ai trouvé ma cour sale parce qu'on n'a pas de poubelle. Et du coup, j'ai fait une pétition pour avoir des poubelles dans ma cour avec des samis. Et on l'a donnée à notre directrice. Du coup, elle nous a dit elle nous a promis de faire quelque chose et d'en installer, très vite. Et qu'elle allait en parler avec la mairie. Et j'ai aussi interviewé, la maire adjointe.
Et du coup, j'en ai parlé à mes amis, à mon entourage, et je leur ai dit que c'était important et qu'il fallait parler de nos droits avec du coup mes amis, ou enfin en tout cas faire comprendre que chaque enfant a des droits et qu'il peut appeler des services s'il a des problèmes et qu'on a le droit. Bravo Naïlem, c'est super d'entendre ton témoignage. Est-ce que quelqu'un a une question pour Naïlem sur son expérience? Vous pouvez désactiver votre micro et puis prendre la parole. On est relativement peu nombreux ce soir, allez-y. Alors moi, j'aurais une question à poser à Naïlem. Du coup, moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'engager au lycée et un petit peu après maintenant dans le monde étudiant. Et moi, du coup, j'ai une question, Naïlem. Est-ce que tu réfléchis, est-ce que tu penses que tout au long de ta scolarité et de ta vie après d'adulte, tu continues à t'engager, à essayer de rendre la vie publique meilleure pour les autres, toi, par exemple? Oui. Moi, j'aime bien faire avancer un peu les choses. Parce que je me dis aussi, à cause du changement climatique, il vaut mieux, j'en ai déjà parlé avec mes professeurs à l'école, avec ma professeure d'histoire géo, j'aimerais bien en parler en classe, parce que les adultes doivent s'engager, mais aussi les enfants, parce que du coup, on sera plus tard des adultes, et si on essaye de faire changer des choses maintenant, plus tard, ce sera peut-être plus facile. Super, Naïlem. Olivier, François. Ouais. Bravo, Naïlem. J'avais une question pour toi. Dans la charte, à la fois au niveau des droits des Nations Unies et la charte parisienne, il y a un droit qui me manque de mon point de vue, c'est le droit de demander de nouveaux droits. Est-ce que tu crois que les enfants devraient avoir le droit de demander de nouveaux droits? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu crois qu'ils devraient avoir le droit de voter? Parce que tout à l'heure, il y avait une petite qui était là aussi et qui disait, elle s'appelle Imran, elle a discuté avec Anne Hidalgo et elle lui a dit, mais si nous, on ne peut pas voter et être voté, ou en tout cas être élu, eh bien, comment est-ce qu'on peut être entendu? Et en particulier sur les sujets qu'on évoque là, le climat, l'environnement, c'est des sujets internationaux, globaux, planétaires. Est-ce qu'il faudrait, à ton avis, qu'un jour, les enfants puissent voter pour l'avenir de la planète directement et être directement entendus, ou est-ce qu'il faut laisser, je sais pas, les vieilles générations décider de continuer à massacrer la planète? Pour la première question, je pense que oui, on pourra avoir le droit de demander de nouveaux droits. Et pour la deuxième question, je pense que pas forcément voter, mais peut-être faire mettre des enfants un peu porte-parole qui pourraient essayer de discuter avec du coup les vieilles générations pour se faire entendre. Enfin, voilà, je sais pas, mais du coup mettre, oui, plutôt des enfants aussi à parler avec les grands pour essayer de décider de bonnes choses pour la planète. De l'enfant qui s'est exprimé sur le droit de vote des enfants. Et en fait, il a listé tous les arguments pour lesquels les enfants n'ont pas le droit de voter aujourd'hui. Par exemple, ils ne comprennent pas tous les sujets, ils sont peut-être influençables, ils ont du mal à bien comprendre la complexité de la vie et des enjeux. Et après, il a dit, mais en fait, c'était les mêmes arguments qui faisaient que les femmes, avant, n'avaient pas le droit de voter. Et puis, avant, c'était les pauvres qui n'avaient pas le droit de voter. Et puis, d'ailleurs, si on demandait aux adultes s'ils comprennent tous la complexité des enjeux, s'ils sont tous bien informés, s'ils sont tous pas influençables, il n'y aurait peut-être pas grand monde qui voterait. Donc, de son point de vue de spécialiste des droits de l'enfant, il n'y a pas de raison pour lesquelles les jeunes n'auraient pas le droit de voter. Et il faudrait juste éventuellement mieux les informer, mieux les éduquer, et c'est peut-être le rôle de l'école de le faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que oui, pas forcément des tout petits, mais c'est vrai qu'à partir du CM1 et au collège, on pourrait vraiment nous informer de l'actualité. Et je sais que dans certaines écoles, par exemple dans la mienne, on parle pas trop politique, mais c'est vrai que on n'est pas obligé de non plus rentrer dans les gros détails que nous on comprendrait pas, mais c'est vrai que nous parler globalement de ce qui se passe, ce serait plutôt bien. Comme ça, nous aussi, on a notre opinion sans devoir suivre l'opinion de nos parents parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec. Super. Parce que tu vois, en fait, moi, je suis biologiste et biologiquement, il ne se passe rien à 18 ans qui fait que tout d'un coup, magiquement, on va être capable de voter.
Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est au CM1 qu'il se passe quelque chose de magique ou à quel âge, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer que le droit de vote, on puisse l'avoir à la naissance et puis qu'à un moment donné, on discute avec ses parents en leur disant « Non, moi, je ne suis plus d'accord pour voter comme vous, donc je vais voter différemment. » Et puis, effectivement, peut-être que l'école pourrait aider à ce qu'on développe progressivement cette capacité, quoi. Merci Naïlem et François. Naïlem, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Naïlem? Quelqu'un voudrait Ou est-ce que Naïlem veut interagir? poser une question? Ou est-ce que Naïlem a une question? Ou est-ce que Naïlem, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu nous dis. Si on te donne le droit de demander de nouveaux droits, Naïlem, tu demandes quoi? Moi, j'aurais une petite question pour Naïlem. C'est comment nous, en tant que jeunes ou même après adultes, on peut aider les enfants à porter votre voix et à avoir plus de droits, comme tu le demandais avant. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour t'aider? On pourrait déjà aller dans les écoles, c'était une bonne initiative parce que j'ai appris que certaines équipes venaient sensibiliser les enfants dans les écoles et c'est déjà une bonne chose. Et après, je pense qu'il faudrait remonter plus loin, faire des lettres et envoyer des mails à des personnes plus haut placées parce que je pense que sinon, nous, on ne peut pas vraiment faire grand-chose à part ça. Enfin, moi, ce que je vois, je vois pas autre chose. Ça. Jolie question. J'aurais aimé avoir plus de soutien des adultes, pas où tu en as déjà eu beaucoup. Avoir le soutien des adultes et l'avoir plus souvent parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des idées, qui ont de très bonnes idées pour faire changer le monde et que très souvent ils ne sont pas entendus par les adultes et on devrait prendre la voix des enfants plus au sérieux, moi, je pense. François et Olivier. Merci beaucoup encore. C'était une petite question parce que j'ai eu la chance d'écouter Louise et Hugo intervenir un peu plus tôt devant tous les enfants. Et Louise a raconté comment elle, dès l'âge de 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, s'est engagée aussi. Moi, je pense que c'est quelque chose que tu peux commencer à partager. L'un et l'autre, si vous avez un moment pour nous dire un petit peu ce que vous avez fait, ce serait formidable aussi. Parce que ça fait vraiment écho à ce qu'on vient d'écouter là et à cette conversation-là. Donc, à tour de rôle, si vous voulez bien, peut-être Louise, parce que tu as commencé à 8 ans, toi, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. Je pense que la première action, entre guillemets, que j'ai fait, c'était quand j'étais plus petite, peut-être 6 ans, où j'avais collé des affiches dans la rue avec mon père pour dire que la planète pleurait et qu'elle mourrait, en gros. Et après, à 8 ans, du coup, je trouvais que la vie des jeunes, il n'était pas assez pris en compte dans les cantines. Qu'il y avait trop de gaspillage alimentaire, etc. Du coup, j'avais fait une pétition à 8 ans avec toute mon école et on l'avait envoyée à la mairie pour voir si on pouvait créer une commission. Je crois que j'avais appelé ça commission cantine, un truc comme ça. On n'a jamais eu de réponse, mais au moins, j'avais tenté. Moi, de mon côté, je ne me suis pas engagé aussi jeune, donc c'est pour ça que je suis hyper... ça me fait quelque chose de voir qu'on peut s'engager aussi super jeune. Moi, je me suis engagé plus tard à partir de l'enseignement supérieur, donc quand en fait j'ai quitté le cocon dans lequel j'étais avec mes parents. Et c'est pour ça que je pense que le rôle des associations et le rôle même de la société civile, c'est d'ouvrir des bulles d'espace où on peut penser autrement, réfléchir autrement et justement pouvoir ensuite avoir un engagement qui nous correspond vraiment à nous et pas qui correspond uniquement aux pensées de nos parents. Et donc moi, depuis après cet engagement que j'ai eu au niveau de l'enseignement supérieur, maintenant je continue au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que je pense que c'est un super levier d'avoir comme ça des lieux qui peuvent permettre aux enfants de réellement s'émanciper. Ouais, mais c'est surtout, je trouve que, je rajoute juste un truc, du coup, Naïlem me parlait de la voix des jeunes et du fait qu'on ne se sentait pas forcément soutenu. Et c'est quelque chose que pendant très longtemps, personnellement, dans mes associations dans lesquelles je suis engagée, etc., j'ai ressenti, j'ai l'impression qu'on était un peu laissé tout seul. Et qu'on me disait, faites des associations parce que c'est bien, mais en vrai, ça ne comptait pas vraiment. Et c'est seulement quand on a vraiment insisté que du coup, on a eu le soutien des adultes.
Mais c'est vrai qu'avant, on se sentait un peu laissé tout seul. Donc c'est pour ça aussi que, ouais, comme Hugo il disait, que c'est bien quand il y a par exemple ce qui se passe en ce moment, où il y a plein de générations différentes. Et voilà, c'est vraiment un lieu où on peut parler. Parce que pendant très longtemps, j'ai l'impression qu'on était vraiment tout seul. Et c'était que les jeunes et les autres. Et c'était pas un ensemble comme ça. Donc voilà. Merci pour vos premiers témoignages à tous les deux. Je me tourne vers Stéphanie, puis ensuite Albin. Stéphanie, tu voulais dire quelque chose? Je sais vu lever la main. Oui, bonjour. Et merci Naïm pour ton témoignage. J'ai mis dans le fil de discussion un site qui s'appelle enfant2022.fr qui vient d'être lancé pour que justement dans les écoles, les enfants puissent voter anonymement pour les élections, pour que cette voix soit entendue. Donc voilà, ça vient d'être lancé par Déborah Lebloise qui a créé les Conf Kids. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à aller voir sur ce site, parlez-en à vos professeurs dans les écoles pour que l'on puisse entendre votre voix. Les programmes de tous les candidats seront réécrits à hauteur d'enfants pour que vous puissiez donner votre avis. Donc, c'est une belle initiative et je trouve que c'est une belle manière de vous faire entendre aussi. Et vous dire aussi qu'effectivement, moi, je suis beaucoup pour des discussions intergénérationnelles et merci pour ce que tu viens de dire, vous, Hugo et Louis, c'est qu'en fait, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les enfants qui parlent et d'un autre côté les adultes. Je pense qu'il faut de plus en plus de moments intergénérationnels. En tout cas, c'est ma conviction. Et je ferai en sorte que ça puisse se faire, en tout cas, dans tous les moments où on va prendre et vous faire prendre la parole. Voilà, c'était juste pour vous préciser qu'il y a ce site, cette plateforme qui vient d'être créée et je pense que c'est important de le diffuser autour de vous. Merci. Merci Stéphanie pour cette belle ressource. Je ferai en sorte effectivement que tous les participants au cercle en soient conscients et je partagerai tout à fait. Naïlem a dû nous quitter, mais elle remercie tout le monde. C'était impressionnant de l'écouter. Je suis un peu comme Hugo, je suis un peu complètement abasourdie et impressionnée par ce qu'elle a pu dire. Albin, à toi, qu'est-ce que tu veux nous partager? Alors déjà, je tiens à féliciter Naïlem. Malheureusement, elle est partie, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Elle est peut-être parfois même plus mature que certains élus aujourd'hui lycéens. Donc, allô? Excusez-moi. Oui, on t'entend bien, Ah oui, excusez-moi, j'ai tout bugué. Non, mais je trouvais que vraiment, elle avait vraiment exprimé son avis indépendamment de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, moi, je suis président de la JTAC, donc c'est la Jeunesse des territoires pour l'action culturelle et artistique. Donc, c'est une association de jeunes qui s'engagent pour la culture et qui a envie de faire aussi avancer les choses au niveau de l'engagement des jeunes dans cette thématique. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché comment Naïlem a parlé, parce que nous, c'est aussi ce qu'on recherche, d'avoir cette jeunesse, cet avis, de savoir comment on peut répondre plus clairement aux enjeux aujourd'hui de la jeunesse, donc nous en termes de culture. Mais quand on a parlé, par exemple, là, du vote à 16 ans, je pense aussi que c'est un processus qui est quand même à faire si ça se met en place à l'école, et notamment peut-être utiliser l'EMC, et d'arriver donc avec tout ça aussi à faire participer ces jeunes et à leur donner une réelle place, aussi un intérêt, parce que des fois on est là, on est juste participant et on subit parfois plus que ce qu'on peut faire avancer ou donner. Donc bon, c'est des choses qui évoluent aujourd'hui, l'écoute notamment des personnes qui ont aujourd'hui le pouvoir. Mais nous, notre objectif, en tout cas à la JTAC, c'est d'arriver à vulgariser un peu toute cette culture et d'encourager aussi les jeunes à aller vers les musées, d'aller faire peut-être des parcours pédagogiques et d'essayer donc avec toute cette symbiose de se faire participer et puis de faire des projets aussi tous ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, et moi je suis très heureux de m'être engagé en tout cas et d'être parmi vous ce soir.
Merci beaucoup, Albin. Tu as l'air d'être au bon endroit ce soir. On est super content d'être en contact. Louise et Hugo, vous voulez rebondir sur quelque chose? Oui, je ne sais pas si c'est l'espace pour, mais est-ce que je peux faire une petite remarque de 2 minutes sur ce qui vient d'être dit? Je suis complètement d'accord avec toi, Albin. En fait, c'est bien de dire qu'on donne la parole aux jeunes, mais en fait, il faut aussi créer l'espace et outiller les jeunes pour. Je prends un exemple très concret. Là, il y a un groupe de travail qui a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur pour former 100% des étudiants au développement durable. Et donc, il y a 4 associations jeunes qui sont dedans, mais les réunions sont en pleine semaine, en pleine journée. Donc là où tous les étudiants ont cours, c'est des c'est des réunions qui sont très, très techniques de manière pédagogique, sur le côté pédagogique, chose que nous, on ne nous apprend pas à l'école. Donc, du coup, on arrive avec très peu de billes et on nous demande d'avoir un avis dans en plus un format qui est très ascendant et où il y a une forte hiérarchie qui se crée par rapport à l'âge. Et donc, en fait, on dit qu'on entend les jeunes à travers ce groupe de travail, mais en réalité, c'est pas vrai parce que aujourd'hui le travail n'est fait qu'à moitié et qu'on ne va pas vraiment outiller et donner l'espace pour les jeunes. Et donc je pense que au-delà de avoir cette volonté de donner la parole aux jeunes, je pense qu'il faut aller plus loin et se donner les moyens de leur donner la parole. Et je sais pas si... Alors avec ce Conseil des enfants d'Amérique Paris, c'est-à-dire d'intégrer les jeunes dans la décision ou au moins leur donner les billes, comme tu as dit Hugo. Et après, je suis sûr que c'est un processus après compliqué. Et nous, en termes d'association, en tant qu'association, on essaie de faire ce pont-là entre justement des choses qui seraient prises au niveau national et qui seraient difficile à comprendre et discuter entre jeunes justement du même âge ou sur les mêmes thématiques, c'est aussi plus simple après pour comprendre ces enjeux-là. Donc voilà, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Merci Albin et Hugo. Je reviens vers vous. Excusez-moi, oui, je voulais juste, question un peu déviée, mais on est d'accord que la GTAC, il y a aussi l'association d'histoire des arts, de support de l'option histoire des arts et tout. Oui, c'est ça. D'accord, ok, je me demandais. Parce que j'avais déjà vu passer, du coup. Voilà. Bon, merci. Super. J'aimerais maintenant inviter François à dire quelques mots, notamment par rapport à un article, François, dont tu es l'auteur, un article très récent, pardon. Julien me partageait en début de session qu'il avait entendu parler du CRI grâce à cet article qui est paru en ligne il n'y a pas très longtemps et qui s'intitule « Et si nous faisions des jeunes les premiers citoyens de la planète ?» François, est-ce que tu veux partager quelques mots à ce sujet? À toi. Oui, volontiers. En fait, je pense qu'on a tous été déçus par la COP26, mais comme c'est la 26e déception, ça commence à faire beaucoup. Et je ne suis pas certain que la 27e aille nécessairement en s'améliorant parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, là, on parle beaucoup de citoyenneté globale, mais en fait, aucun d'entre nous n'est un citoyen global au sens où les Grecs étaient les citoyens d'Athènes ou à la Révolution française, on a commencé à inventer la citoyenneté française. Mais il faut dire que quand on a inventé la citoyenneté à Athènes, comme pendant les Lumières, en fait, c'est des hommes blancs d'un certain âge qui ont inventé la citoyenneté pour des hommes blancs d'un certain âge. Les femmes n'étaient pas des citoyennes, les esclaves n'étaient pas des citoyens et les enfants n'étaient pas non plus des citoyens. Et les femmes, vous avez depuis gagné quelques droits, mais il a fallu vous battre. Les enfants, ils ne les ont toujours pas et je pense que s'ils ne revendiquent pas, on ne leur donnera jamais ces droits. Et je pense que tant qu'ils ne pourront pas voter, on ne les écoutera pas. Et donc, tant qu'on ne les écoutera pas, fondamentalement, si ceux qui votent sur les sujets climatiques ne seront même pas vivants en 2050 et encore moins en 2100, forcément, ils ne prendront pas les mêmes décisions que les autres. Donc, pour moi, il y a un problème de réinventer la citoyenneté et de la réinventer à toutes les échelles. À la fois de l'ultra-local, où elle pourrait être beaucoup plus participative, mais jusqu'au niveau national, international et global. Et donc, je ne sais pas ce que ça veut dire précisément. Je pense qu'il faut au moins se poser la question. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'il a fallu un siècle autour de Périclès pour inventer la citoyenneté à Athènes, autour de la technologie de l'époque qui était l'écriture. Et on a inventé plein d'autres choses au passage. On a inventé la démocratie, la citoyenneté, mais aussi la philosophie, les sciences, l'éducation, les arts et le débat dans l'agora. On a fait à peu près la même chose pendant les Lumières à l'échelle nationale autour de l'imprimerie.
Et je pense qu'aujourd'hui, autour du digital, il faut savoir le faire à l'échelle globale. Et si on réinvente les lumières, je pense qu'il va falloir le faire de manière beaucoup plus inclusive, beaucoup plus écologique et beaucoup plus multidimensionnelle pour aller du local au global, parce que je pense que les décisions globales dont on a besoin ne seront jamais prises démocratiquement tant qu'on n'aura pas résolu cette question d'une citoyenneté globale. Donc j'essaye en quelques phrases d'expliquer ça dans cet article. J'ai une version plus longue dans un bouquin qui sortira en janvier, dont on pourra reparler, et dont le titre est « Et si nous ?» Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qu'on ne peut pas faire seul. Et chacun peut avoir sa réponse à cette question, mais si on est un salon, avoir des réponses proches, peut-être qu'on peut se regrouper pour ensemble essayer de créer des collectifs qui vont avoir les impacts au bon niveau. Donc, c'est assez utopique, et puis ça tend une perche à Axel aussi, parce que je pense qu'il y a une forte dimension digitale. Et je pense que les réseaux sociaux ont été très bons pour attiser la bêtise collective. Et si on veut créer de nouveaux réseaux sociaux qui promeuvent vraiment l'intelligence collective, il va falloir faire autrement. Et peut-être qu'il va falloir redesigner ce genre d'outils numériques avec votre génération et dans le sens de l'intérêt général et pas juste dans le sens des intérêts privés qui se servent de ça pour nous manipuler et faire qu'on soit bombardé de pubs, qu'on surconsomme et que pour le coup on fout en l'air la planète au passage. Et plus nos cerveaux, ce qui est quand même une espèce d'apocalypse à double niveau. Donc je pense qu'il y a besoin d'un vrai redesign de beaucoup de choses, y compris donc des lieux de débat public. Et l'Agora était un lieu de débat public à Athènes, les salons parisiens et les cafés, un autre lieu au XVIIIe siècle. C'est quoi les nouvelles Agoras du XXIe siècle? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit les réseaux sociaux. Et je pense qu'il va falloir inventer autre chose. Et donc, je serais ravi de discuter avec tous ceux d'entre vous que ça intéresse. D'autant qu'au CRI, on pourrait vous en parler plus en détail, mais on a développé une intelligence artificielle qui peut contribuer à créer un GPS de la connaissance et même un GPS des rêves. Et l'idée, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de John Lennon, dans Imagine, il dit « I may be a dreamer, but I'm not the only one ». Et la question, c'est, vous n'êtes probablement pas les seuls rêveurs, ne serait-ce que c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut identifier des gens qui ont des rêves proches des nôtres? Et si on avait une espèce de Tinder des rêves, où on pourrait se regrouper par affinité en fonction des rêves en commun qu'on a, qu'est-ce qu'on serait capable de faire ensemble qu'on ne serait pas capable de faire seul? Donc, c'est ce genre de rêve. Ça peut paraître assez... moi, j'ai un côté assez utopiste, mais je pense que le CRI n'existerait pas si on n'avait pas partagé quelques rêves. Cette idée de Learning Planet n'existerait pas non plus. Et je pense que progressivement, la notion des droits et de la citoyenneté n'aurait pas existé s'il n'y avait pas des gens pour en rêver à une époque. Donc, comment est-ce qu'on rêve de les faire passer à une autre échelle pour essayer de résoudre nos problèmes collectifs? Donc, c'est un peu ça que je discute dans cet article et dans ce livre, et puis au CRI plus généralement. Et donc, je suis ravi que vous soyez tous ici aujourd'hui et qu'on puisse à la fois initier ce débat maintenant et progressivement l'ouvrir à toujours plus de gens pour essayer de voir si comme... en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Saint-Exupéry qui disait « Faites de vos vies un rêve et de vos rêves une réalité ». Il se trouve qu'en fait, c'est une citation de Pierre Curie et qu'il l'a écrit quand il avait 18 ans. Et ce que j'aime Pierre Curie, c'est que c'est un monsieur dont on peut dire qu'on le connaît au moins autant par sa femme, parce que c'est évidemment le mari de Marie Curie. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des choses de ce genre qui méritent d'être au moins discutées et plus si affinité. Voilà, je m'arrête. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment aussi de faire passer dans la réalité et qu'il y a pas mal des initiatives qui sont faites, c'est de ces rêves en commun, ça devient des rêves collectifs, c'est des sortes d'utopies réalistes et d'avancer et de les mettre en œuvre. Donc, on ne s'arrête pas qu'à la vision, mais vraiment de faire avancer les choses ensemble. Merci beaucoup François, merci beaucoup Olivier. Avant de te donner la parole Stéphanie, parce que je sais que tu dois partir dans quelques minutes, je me tourne vers Julien qui donc a découvert le CRI et François et ses belles idées au sein de l'article. Julien, est-ce que tu veux te présenter rapidement, nous présenter ce que tu fais un petit peu? Oui, donc bonsoir à tous, je suis vraiment ravi d'entendre tout ce qui est dit là ce soir. Je travaille là dans une entreprise qui s'appelle MediaClap. On fait des supports audiovisuels, des livres pour les enfants, aussi bien primaires, secondaires. Et je m'occupe d'une partie animation où on fait des animations pour les collèges
et les primaires sur l'EARS, éducation affective, relationnelle et sexuelle. Donc voilà, avec une porte d'entrée quand même plutôt positive, hein, même si après on traite des sujets plus lourds et avec un côté prévention. Voilà, c'est des animations plutôt sous un format descendant, voilà, même si on demande l'avis des jeunes, des enfants par le moyen de manettes sur lesquelles ils peuvent justement choisir et noter leur choix et le faire savoir. Je suis papa de 3 enfants, 3 jeunes, et moi je me pose la question sur justement quel monde on va leur laisser, comment ils peuvent justement s'engager, avoir un espoir par rapport un peu à tout ce qu'on entend et qui est un peu glauque et qui peut amener plutôt à baisser les bras. Alors bon, je vois qu'il y a plein de personnes qui sont plutôt dans une autre optique et c'est super. Et après le confinement, on s'est posé la question, et le monde de demain, quoi. Je me disais que ça pouvait être notre rôle en tant qu'entreprise avec un aspect pédagogique vers les enfants, eh bien, de les amener à réfléchir à ce monde de demain. Voilà, je suis en train et on est en train avec les collègues de réfléchir à comment mettre ça en œuvre. On a un petit peu l'idée, j'adorais l'expression ouvrir des bulles d'espace. Et voilà, l'idée serait un peu d'avoir une expo interactive qui puisse avoir des éléments de réflexion par rapport à une thématique donnée, et puis un espace de discussion où ils puissent, avec une certaine pédagogie assez concrète, eh bien, donner leurs idées. Parce que déjà se sentir entendu, c'est déjà à mon avis formidable, et puis effectivement les engager justement dans cette dynamique-là. Donc quand j'ai lu votre article sur The Conversation, je me suis dit mais ça colle tout à fait, donc c'est pour ça que j'ai contacté Pauline, j'ai trouvé son email, et qui m'a invité ce soir à être avec vous, quoi. Et c'est un vrai bonheur d'entendre les uns et les autres. Merci beaucoup, Julien. Et c'est super d'avoir cette diversité d'organisations qui sont engagées de manière différente, notamment de manière pédagogique auprès de la jeunesse. J'en profite pour faire une petite ouverture sur le Learning Planet Festival, le Festival Learning Planet qui aura lieu en janvier prochain, vraiment en tant que cette plateforme mondiale de célébration des apprentissages avec toutes ces organisations au sein de la communauté. J'aimerais inviter peut-être Olivier et Stéphanie en tandem à en parler rapidement avant de poursuivre la conversation. Merci Pauline. Du coup, en tandem, il faut que je me mets à côté de toi, voilà Olivier. Bonjour à tous. Juste, moi, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a imaginé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Learning Planet dans sa globalité que le CRI a lancé il y a maintenant 3 ans avec l'UNESCO lors de cette journée internationale de l'éducation, qui est donc le 24 janvier. Et cette année, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait des choses en présentiel parce qu'on est resté trop longtemps derrière nos écrans. Et je m'occupe notamment avec une partie de l'équipe, avec Olivier, d'événements qui vont se passer un petit peu partout en France, mais particulièrement à Paris. Donc, je ne sais pas où vous êtes les uns les autres. En tout cas, tenez-vous au courant sur le programme. Mais je profite effectivement de cette prise de parole pour vous dire qu'effectivement, vous pouvez contribuer chacun à votre manière, personnellement, avec vos écosystèmes, votre organisation, vos associations, vos parents, votre école, votre quartier, d'une manière ou d'une autre, à célébrer, en fait, et je dis en fait parce qu'on dit souvent que apprendre est une fête, en tout cas, c'est ce qui, moi, m'a vraiment intéressée quand j'ai rejoint ce projet, de se dire qu'en fait, il faut apprendre à prendre soin de soi, bien évidemment, des autres et de la planète. Donc, sur ces 3 niveaux-là, vous pouvez venir contribuer, donc proposer une animation, proposer de prendre la parole et aussi nous revenir vers vous, grâce à Pauline qui est en contact avec vous tous, pour vous proposer aussi de co-designer peut-être des prises de parole
intergénérationnelles ou des prises de parole avec d'autres jeunes pour parler de sujets qui vont vous animer, puisqu'on va avoir des journées thématiques. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas s'arrêter au 24 janvier, c'est que nous, on va étendre ça du 22 au 29 janvier, donc toute une semaine avec un week-end pour qu'on puisse accueillir justement des jeunes qui n'ont pas cours, des familles et pouvoir se rencontrer physiquement, soit au CRI, soit à l'Académie du climat, soit dans d'autres lieux qui se sont associés à nous. Mais aussi, c'est toute l'année. Et toute l'année, ce Learning Planet Festival peut vous donner la parole. Donc, on pourra vous envoyer un lien. Je pense que Pauline a tous vos coordonnées. Et moi, ça m'intéresserait effectivement de vous avoir soit dans des panels, soit en tout cas autour de moments autour du jeu aussi, parce qu'on a envie aussi de jouer ensemble, parce qu'on a envie de se retrouver autour de création, de design thinking, voire même comme le disait François, de se projeter. Et donc de pouvoir rester en contact et après de restituer un petit peu la parole de toutes les personnes qui participeront. Donc, n'hésitez pas, faites-nous part de vos envies. On va avoir des personnes comme Sébastien Martinez, qui est le champion du monde de la mémoire, qui aujourd'hui aide beaucoup de jeunes. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi, c'est un petit peu mon chouchou depuis quelques années. Et il m'a accompagnée notamment dans des projets autour de jeunes ados qui avaient été en décrochage scolaire, et il les a ramenés vers l'école en les faisant travailler par le jeu autour de la mémoire, en leur faisant apprendre des choses formidables. Et voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est construisons ensemble ce programme et donnez-nous de vos nouvelles. Voilà, Olivier, si tu veux compléter, je te laisse la parole. Je vais faire très vite parce qu'en plus, je vois qu'Axel a levé la main et on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai qu'on fait cette année un festival à Paris. Il y a un gros festival qui va avoir lieu à Lyon. Je sais que tu as développé des partenariats avec Marseille, avec Montpellier, avec pas mal d'autres endroits. Donc, ça commence à prendre. C'est la première année où ce festival va commencer à grandir en France de manière présentielle, dans des écoles, dans des universités. Il y a des appels à projets pour les profs et leurs élèves aussi à faire ensemble ce jour-là leur leçon de rêve et à nous la partager. Donc, on va faire une carte française et puis une carte mondiale des leçons de rêve sur les sujets qui nous passionnent le plus. Il y a une première leçon qui est arrivée dès aujourd'hui et qui est sur mettre fin à la corruption. Donc, on va avoir un peu tout ce qui se passe. Et c'était juste pour resituer le festival, l'initiative à l'échelle mondiale. Et on a la chance d'avoir 2 représentants. En fait, Hugo et Louise sont des représentants du Youth Council. On a élu, il y avait 120 jeunes du monde entier qui se sont présentés, 18 qui ont été sélectionnés, qui représentent beaucoup de pays. Il y a 2 Français. C'est rare qu'il y ait deux personnes d'un même pays représentées, parce qu'on a aussi le Youth Council francophone. Mais juste sur le festival, on est partenaire d'acteurs du monde entier. Des grandes institutions comme le Club de Rome, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS, le Bureau international du travail pour la lutte contre le travail forcé des enfants, plein de thématiques différentes. On va être dans un temps de célébration, célébrer ce qu'on a appris de plus important dans l'année et célébrer ce qu'on a envie d'apprendre pour la suite. Mais on aura aussi bien des institutions que des réseaux de jeunes par dizaines de milliers. On a une conférence type UN, mais pour les jeunes, qui va être montée en Inde avec The Days. On va avoir un hackathon global dans tous les pays du monde, partout des équipes veulent se monter, qui sont organisées avec un partenaire qui s'appelle Kids for SDG. Et c'est un hackathon d'1 semaine sur comment devenir entrepreneur social, comment s'engager dans différentes thématiques des SDGs, beaucoup d'activités. Donc, c'était juste donner ce contexte global qui est vraiment intéressant. C'est en train de monter en puissance. Et on a des villes, des universités, des écoles, des associations de jeunes qui se mobilisent, chacun en faisant des choses très différentes. Et parfois, c'est juste 2 heures de portes ouvertes. Parfois, c'est un énorme programme. Donc, il y a aussi des petites choses, des interventions, des conférences, des talks, des documentaires, des moments artistiques. On a peut-être la Biennale de Dakar, avec plein de musiciens qui pourraient nous faire un concert, par exemple. C'est à confirmer. Mais enfin, on a de plus en plus d'artistes qui se mobilisent aussi pour nous accompagner, pour en faire un vrai festival et pas uniquement ce qu'on a su faire, des temps de discussion très importants sur l'éducation au climat, sur les droits des enfants, sur les villes apprenantes. Tout ça, il y aura de tout ça. Il y aura des tas de contenus très sérieux et beaucoup de moments de célébration. Je me tais et je donne la parole à Axel, je pense, là, qui avait levé la main. Stéphanie, si tu veux rebondir directement sur ce qu'a dit Olivier, vas-y. Et après, oui, je voulais ajouter effectivement... Ouais, juste pour dire aussi qu'on vous sollicitera certainement parce qu'on trouvait aussi intéressant de savoir ce que vous aviez appris cette année, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, mais ça serait intéressant, on est en train de voir sur quel format
on pourrait donner cette voix aussi sur qu'est-ce que j'ai appris cette année, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, qu'est-ce que j'ai appris depuis la fin du confinement et partager aussi comme on dit, vos tips en fait sur ces grands moments d'apprentissage de la vie. Donc voilà, on est aussi en train de réfléchir à un format donc se poser la question, peut-être nous envoyer une vidéo ou peut-être on vous sollicitera avec Pauline, peut-être pour faire une sorte de kaléidoscope en fait des apprentissages autour de ces 2 dernières années très spéciales, mais en même temps pleines de projets pour pouvoir changer tout ça. Merci Pauline. Merci à toi Stéphanie, merci à toi. Axel. Oui, merci et merci du coup à Stéphanie et à tout le monde pour les interventions. Mais du coup, je suis assez heureux de pouvoir revenir faire une intervention. J'étais déjà venu une première fois parce que du coup, je me présente. Donc, je m'appelle Axel, j'ai 18 ans, je suis d'origine de Nice. Maintenant, je suis à Paris car je suis étudiant à l'école du Louvre. Et du coup, la dernière fois que j'étais intervenu, c'était notamment sur un sujet et j'avais beaucoup axé ma réflexion autour du numérique. Parce que le numérique, notamment, on a parlé des réseaux sociaux, qui sont des réseaux dits sociaux, parce que je ne vois pas trop ce qui fait société là-dedans pour beaucoup de choses, mais certaines sont quand même assez intéressantes. Il y a une importante aussi, je pense, politisation, une importante contribution à la démocratie, qui sont faits par les réseaux sociaux, mais le fait est qu'en effet, c'est beaucoup plus des espaces d'affrontement que de débats violents, de clash. Je ne sais plus qui avait écrit l'auteur du livre qui après s'appelait Storytelling et qui ensuite après du coup a écrit un livre qui s'appelait Clash pour parler justement de ça qu'on est arrivé en fait à la mise en valeur de l'affrontement et je n'ai plus son nom, je suis vraiment désolé, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à le donner. Mais qu'en fait c'est vraiment devenu des endroits d'affrontement et de logique d'affrontement et on parle de la politisation des jeunes. Les jeunes se politisent beaucoup en ce moment, c'est une politisation très différente. C'est une politisation pour des causes, pour des luttes, pour des thématiques. J'ai moi-même choisi un engagement pour une thématique qui est, je pense, la thématique qui, j'espère, sera mon métier plus tard. Et peut-être que nous pourrons parler du rapport que les enfants ont aux espaces de muséologie, d'archéologie et de conservation. Mais par rapport aux réseaux sociaux, le problème, c'est que les enfants, ils sont victimes de la violence. Les jeunes qui arrivent pour faire de la politique, les lycéens qui arrivent pour s'engager, ils sont aussi victimes de la violence quand ils ne finissent pas par être violents entre eux. Ce qui est le vrai problème des réseaux sociaux, et c'est que nous grandissons, nous évoluons. Notre génération est celle qui, l'une des premières, je crois, peut-être pas la première, mais l'une des premières à avoir connu Internet, c'est-à-dire à être né dans l'époque d'Internet. Et plus ça va s'avancer, plus les enfants et les jeunes évolueront dans un monde où Internet est omniprésent. Mais donc, nous vivons avec cela et donc il va falloir trouver des moyens de s'y adapter, trouver des solutions et trouver des moyens de comment est-ce qu'on va faire des réseaux sociaux des espaces d'intelligence collective et pas des espaces d'intelligence individuelle. Enfin pas d'intelligence, ce que je dis moi, de pur individualisme, pas du pur intelligence, c'est pas tout ce que je voulais dire, m'excuser. Mais du coup, je pense que toutes ces réflexions-là sont à mener. Elles sont à mener autour de quelle régulation on apporte au numérique, quelle réflexion on apporte sur le numérique et sur les moyens numériques, quelle éducation on apporte au numérique. Donc, c'est vraiment, je pense, l'un des grands enjeux de la politisation des jeunes et l'un des grands enjeux démocratiques. Et par rapport au sujet qui a été vraiment mon sujet et par rapport à l'accès à la culture, c'est le gros enjeu de l'accès à la culture, sachant que par rapport au Covid, le numérique est devenu un des principaux enjeux de l'accès à la culture. Pour vous donner un exemple, le nombre de galeries d'art et d'espaces culturels qui ont pris un compte sur Instagram, et même un exemple plus institutionnel, des pays qui ont numérisé leur collection, ce qui n'avait pas du tout envisagé avant. Donc ça veut vraiment dire que le numérique est désormais partie prenante. Je dois vous avouer que je n'ai pas encore fait le tour de la question entièrement et que je commence à peine vraiment à m'intéresser sur comment est-ce que nous allons orienter nos politiques culturelles et aussi nos enjeux démocratiques là-dessus. Je ne suis qu'au début de mes réflexions et je ne suis qu'au début de ma vie. Et je me suis engagé relativement tardivement par rapport à d'autres qui sont engagés très jeunes ici. Je pense notamment à Louis qui nous a raconté son expérience, mais à la jeune fille qui est intervenue. Donc voilà, je pense vraiment que c'est la grande réflexion à mener, la grande réflexion que nous avons déjà un peu menée avec JTAC autrefois et que je pense que le bureau continue à mener. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que mon intervention aura pu être intéressante. En tout cas, pour dire que je pense que les jeunes se tiennent maintenant disponibles pour en réfléchir. C'est leur outil, c'est l'outil de leur époque. Et donc c'est vraiment, je pense, une des réflexions principales à mener. C'est une des réflexions que mène déjà le CRI et que mènent déjà beaucoup d'autres institutions. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Axel, pour ces apports. C'est super intéressant. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur le fait que tu étais en train de creuser tous ces sujets vraiment très, très d'actualité, notamment pour la jeunesse, pour inviter Louise et Hugo. Alors, juste un petit peu de contexte sur le rôle de Louise et Hugo dans le contexte de Learning Planet. Quelques petits mots de contexte. En mai 2021, nous avons initié quelques cercles thématiques au sein de la communauté Learning Planet qui maintenant rassemble des centaines d'organisations et de pionniers du secteur de l'éducation au niveau mondial. Et nous avons vraiment initié ces cercles thématiques qui rassemblent un groupe d'organisations qui sont centrées vers une thématique ou une région avec des ambitions communes. Et un de ces cercles thématiques se centre donc sur le Youth Empowerment, sur l'empowerment des jeunes. Nous en avons une déclinaison internationale anglophone et une déclinaison francophone, qui est donc cette session sur laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui. Et quelques semaines, quelques petits mois après avoir lancé ce cercle Empowerment des jeunes, il est apparu qu'effectivement, on ne pouvait pas parler d'empowerment des jeunes sans mettre le pilotage stratégique de ce cercle aux mains des jeunes même. Et c'est pour ça que nous avons lancé un appel à candidature pour former le comité jeune de ce cercle, dont Louise et Hugo sont les 2 représentants francophones. Donc, Louise et Hugo sont non seulement des membres du comité jeune en charge de la direction stratégique du cercle, mais Louise et Hugo, vous êtes aussi des Learning Planet Youth Fellows, qui est cette communauté de jeunes engagés au niveau international dont Learning Planet essaie d'amplifier le travail. Louise et Hugo, est-ce que vous pouvez nous partager quelques mots de témoignage sur votre expérience en tant que membre du comité jeune pour le moment, en tant que Youth Fellow? Je sais que vous avez eu votre première session ce matin, et peut-être quelques idées de développement dans le futur proche sur ce que peut devenir ce cercle et les initiatives jeunesse du CRI et de Learning Planet. À vous. Donc oui, en effet, on a eu, donc là, ça fait maintenant depuis octobre, donc ça fait un gros mois qu'on est rentré dans ce premier cercle international, donc Youth Council. Je suis désolé, je vais peut-être mélanger les mots parce qu'il y a beaucoup de cercles différents et beaucoup d'institutions. Je vais essayer d'être bon, mais si vous voyez que je fais des erreurs, n'hésitez pas à me rattraper. Pareil, Louise, n'hésite pas à me rattraper. En fait, pour moi, le sujet principal de ces cercles-là, c'est de permettre un premier échange entre des cultures super différentes. Moi, je trouve que c'est une opportunité en tant que jeune assez dingue. Il faudrait voir, il y a donc 18 jeunes qui sont en plus super bien animés. On est dans un super climat de confiance où on peut parler en toute liberté. Et donc, pour moi, le premier sujet, c'est déjà se comprendre les différentes cultures, également se donner des différents outils, des différentes expériences qu'on a pu avoir sur le terrain. Et ensuite, peut-être la phase d'après, c'est de faire des choses ensemble. Et dans le faire ensemble, il y a premièrement, l'un des gros sujets, je pense, c'est se mettre d'accord sur un plaidoyer commun, sur des grandes mesures communes qu'on peut mener ensemble. Et ensuite, parce qu'il ne faut pas que parler, il faut aussi agir. Il y a aussi plein de beaux projets qui se montent et qui vont être faits par thématique. Et donc là, on a 4 thématiques différentes qui sont l'éducation, l'écologie, le droit et… La santé. Et la santé, merci. Et donc sur cette thématique-là, où on va pouvoir à la fois mener un plaidoyer commun, puis des actions. C'était à peu près ce que j'avais à dire. Ouais, ce qui est intéressant, je rebondis juste sur les cultures, c'est qu'on est regroupé par thème. Donc souvent, on est par salle. Là, on a vraiment travaillé sur ça la dernière fois, sur nos thèmes, les personnes qui sont affiliées à tel ou tel thème, pour qu'on travaille tous ensemble sur des projets précis. Et au niveau de la culture, ce qui est intéressant, je prends mon exemple, c'est que j'étais avec Katie, une des membres du Youth Council, qui m'a raconté toute son histoire alors qu'elle habite dans le New Jersey. Et on a des centaines de kilomètres d'écart, même plus. Et c'est incroyable de voir qu'on n'est pas tout seul. Surtout, ça nous donne l'idée et ça nous confirme l'idée qu'on n'est pas tout seul. Et que des fois, on se sent très seul dans nos actions et pas écouté. Au final, qu'on est plein de jeunes dans le monde. Donc ça, c'est bien. Et aussi, ça nous offre l'opportunité peut-être de faire des trainings. On en a eu un avec… j'ai plus son nom. C'était Keshav?
Ouais, voilà. Kesha, et donc, ouais, et on a vraiment pu du coup travailler sur comment on voulait se représenter, comment on pouvait prendre les différences qu'on avait entre différentes cultures pour en faire quelque chose de positif, créer des vrais mouvements. Et c'est des opportunités qu'on n'aurait pas eues. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et Moi aussi, je voulais rajouter peut-être deux petites choses. La première, c'est pour rebondir à ma toute première intervention sur le fait que en fait, Learning Planet nous permet vraiment d'avoir ces bulles d'espace où on se forme, on est vraiment écouté et on sent qu'il y a tout un travail de co-construction qui est fait. Et ça, bon, ce n'est pas que des mots, on le sent dans les actions. Donc, j'en profite pour dire un grand merci pour l'initiative parce que c'est super à la fois inspirant, mais aussi nous, en tant que jeunes, ça nous pousse à faire des choses. Et le deuxième point que je voulais dire, c'était que moi, si je prends, donc moi, vraiment mon dada, c'est l'enseignement supérieur et comment y insérer les enjeux sociaux et environnementaux. Et en fait, de pouvoir avoir un aspect multiculturel et notamment une super représentativité des pays du Nord et pays du Sud, c'est super important parce qu'aujourd'hui, pour moi qui est donc dans une école d'ingénieur, si je veux remodeler le métier d'ingénieur, il faut le remodeler pas avec ma vision de jeune blanc qui a eu plein de privilèges et donc je dois avoir cette vision assez systémique et je ne peux pas l'avoir si je ne suis pas en contact avec d'autres personnes et ça, ce cercle-là me permet un minimum d'y toucher. Et c'est hyper inspirant dans le sens où on a des expériences, je pense à certaines personnes qui ont fait des discours à 13-14 ans pour les droits à l'accès à l'éducation. Tu vois des gens qui se battent depuis très très longtemps et nous, ça nous remet un peu en question en disant on a eu de la chance et au contraire, on devrait s'engager plus. Et ça, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est la remise en question tout le temps. À chaque fin de session, on sort et on se dit ah, là, je pourrais faire plus, je pourrais faire ça, on pourrait se mettre des idées en commun, on pourrait bosser tous ensemble. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant aussi. Donc, voilà. François et Olivier, vous vouliez réagir? Et je voulais merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, on a dit que c'était un Youth Council et un Youth Fellows, donc les adultes, dont moi, restons en dehors le plus possible pour l'instant, sachant qu'à un moment ou à un autre, on est en mesure. Ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de l'initiative Learning Planet, ce n'est pas une petite équipe, c'est vraiment une collaboration avec des centaines d'organisations. Une des choses qui nous a donné envie de créer ce Youth Empowerment Circle, c'était la lecture d'un rapport qui s'appelle « Un avenir pour les enfants du monde », qui est un rapport qui a été coécrit par l'OMS, l'UNICEF et The Lancet, qui dresse un portrait assez inquiétant de la santé des enfants aujourd'hui. Et qui appelait, dans ce rapport, c'est des grosses institutions qui disent qu'il faudrait créer un mouvement de jeunes mondial pour que les jeunes qui sont déjà engagés puissent partager leurs bonnes pratiques autour des sujets santé, climat. C'était ça leur gros focus, droit. Il faudrait réinventer les droits des jeunes au regard des enjeux auxquels ils font face aujourd'hui, qui n'existaient pas par le passé. Il faut créer ce mouvement. Et là, c'est là où on avait pris contact avec CAP 2030, cette nouvelle initiative, Children in All Policies, parce que un des enjeux majeurs, c'est toutes les politiques publiques. Je vais prendre des exemples. Je prends un temps de recul. Toutes les grandes politiques publiques sur l'éducation, la santé, etc., sont généralement... Ah, mon micro a été coupé. Avec beaucoup de bonne volonté par des grandes institutions, avec le milieu académique, souvent des meilleurs chercheurs qui vont réfléchir, avec des représentants de la société civile, mais presque jamais avec les bénéficiaires eux-mêmes, les populations marginalisées, les jeunes à l'école, etc. Et que ça ne fonctionne presque jamais du coup, ce qui est normal. Et vraiment, l'idée, ça va être de créer ce mouvement, mais de s'assurer, plus vous allez monter en puissance, plus on va avoir de Youth Fellow, plus le Youth Council va pouvoir avancer sur les sujets qui les intéressent, de bien permettre d'associer en soutien le Club de Rome, l'UNICEF, l'OMS, tous les acteurs susceptibles de peser, et donc les villes aussi, ça, on avance bien avec des villes comme Paris, mais il y a d'autres villes qui arrivent, et de bien faire ça. Donc, c'est de se dire, c'est entièrement construit. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était, on travaille énormément sur la collaboration, et François dira quelque chose, on travaille énormément sur la collaboration, mais ce qui a été merveilleux pour moi, pour les premiers mois à accompagner le Youth Empowerment Circle, c'est de voir que faire de la collaboration avec des grandes organisations, c'est souvent un peu compliqué, ça met beaucoup, beaucoup d'efforts, mais les mouvements jeunes engagés qu'on a rencontrés étaient tous prêts à le faire. Et tous prêts à le faire tout de suite, systématiquement. Bon, donc, ce savoir-faire de se dire, on peut apprendre les uns des autres. Moi, je m'occupe du droit des enfants, ou moi, je m'occupe de l'égalité homme-femme en Inde, ou je m'occupe de ces sujets-là. Mais en fait, on a une communauté, on ne connaît pas les autres communautés, on a besoin d'apprendre des autres communautés, on a besoin d'être plus interdisciplinaire, on a besoin d'avancer. Et ça, cette ouverture-là, elle était immédiate et on la trouve moins facilement dans les grandes organisations adultes. Et donc, ça, c'est un espoir gigantesque. J'arrête. François, tu voulais rebondir? Oui, merci. Je suis super content
commencer à discuter avec quelques-uns des membres de votre génération qui sont impliqués dans ces cercles, parce que je pense qu'il y a le peu qu'on ait réussi à faire au CRI a systématiquement été co-designé avec les étudiants. Donc, et si le bâtiment a eu un prix d'innovation, par exemple, c'est parce qu'il a été co-designé avec les étudiants. Si les programmes pédagogiques sont attractifs, c'est parce qu'ils ont été co-designés avec les étudiants. Si le Learning Planet a un bel avenir, c'est parce qu'il y a dans les équipes des gens super dévoués, que je remercie au passage, mais qui sont fondamentalement là pour être dans cette co-construction et dans cette écoute et cette capacité à faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Et donc, cette capacité à travailler en intergénérationnel, je pense qu'elle est essentielle. Les universités, comme beaucoup de lieux de pouvoir, encore une fois, ont été créées par des hommes blancs pour des hommes blancs et ont rarement donné la parole à ceux qui pouvaient, en théorie, en bénéficier et souvent les subir. Et donc, je pense que c'est vrai de beaucoup de choses, mais je pense que si on veut redesigner en particulier des lieux éducatifs, universitaires, des lieux de démocratie et autres lieux d'intelligence collective et de décision collective, je pense qu'il va falloir qu'on le fasse avec votre génération. Et donc, nous, on est plus qu'à l'écoute et je serais ravi de discuter à la fois aujourd'hui et dans d'autres moments ultérieurement de ce qu'on peut essayer de faire ensemble. Donc, si vous avez les uns et les autres des idées, n'hésitez pas à contacter Learning Planet en général et votre service en particulier. Je pense qu'on a tout à inventer. En fait, vous faites partie de la génération du 3e millénaire, quelque part. Là, nous, on a un millénaire de retard. Et cette génération du 3e millénaire, je pense qu'elle a un bel avenir devant elle, mais il faut probablement qu'elle soit plus entendue et qu'elle soit plus à même de co-construire déjà entre vous et si notre génération peut à minima vous offrir un cadre que moi j'appelle un cadre de liberté évolutif et fécond. Donc il y a un cadre et un maximum de degrés de liberté et on est là pour faire évoluer le cadre et les degrés de liberté et la fécondité, ça sera à vous de l'approuver, mais en tout cas sur la petite vingtaine d'années d'histoire du CRI, on a vu déjà pas mal de choses assez extraordinaires et je me dis qu'au niveau de la Learning Planet, il va y en avoir encore plus d'intéressants. Merci beaucoup, Olivier et François. Albin, tu voulais réagir? Oui, alors je trouve exceptionnel ce que vous avez dit tous les deux, François et Olivier. C'est exactement dans cette optique-là que je m'inscris moi personnellement et je pense qu'on est tous un peu dans cet état d'esprit là aujourd'hui. Je pense que de collaborer, d'apporter aussi une réelle diversité dans nos points de vue et dans les actions qu'on peut faire, ça ne pourra que nous apporter à nous personnellement, mais surtout pour les autres, parce que si on est là, c'est aussi pour arriver à faire changer des choses, arriver à évoluer au-delà de nos consciences personnelles, mais surtout nous, sur la thématique de la culture, bon, c'est ça, moi je connais un peu mieux, donc c'est pour ça que ça me fait un peu rapporter toujours à ça, mais je pense que c'est vraiment un moyen pour être un peu spécialisé sur un peu tous les domaines. On parlait des jeunes qui s'impliquaient sur l'environnement, des jeunes qui s'impliquaient donc comme sur la culture, c'est d'arriver à mener des politiques un peu communes et de faire avancer, de faire un congrès, comme vous avez parlé, de faire une charte et surtout d'interagir avec les politiques publiques et avec tous les organismes qui sont aussi inconnus. Aujourd'hui, on ne connaît pas tout ce qui se fait, même moi en tant que lycéen, je ne sais pas trop ce qui se fait même à côté de chez moi. Donc c'est arriver à faire que tout ça soit plus simple et qu'on arrive à construire pour plus tard. Mais même plus tard, c'est demain, c'est aussi aujourd'hui, ça aurait dû être hier. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, encore une fois, je suis très heureux d'être là ce soir. Si on peut continuer à échanger ensemble, voilà, je ne sais pas là jusqu'à quelle heure, mais ou un autre jour, à d'autres moments, mais en tout cas, nous aussi, la porte est vraiment ouverte. Et, et voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on vous recevra et qu'on pourra échanger, je pense, tous ensemble avec peut-être encore même d'autres personnes sur nos mêmes thématiques. Voilà. Belle soirée.
Merci beaucoup, Alvin, pour ce témoignage. Tout à fait d'accord. En consolidant un peu toutes ces remarques, il semble que, et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce cercle Youth Empowerment, qui est un besoin de, comment dire, de se positionner en tant que middle ground, qui est aussi un des aspects de Learning Planet, c'est-à-dire une plateforme de connexion entre les mouvements de jeunesse, les ONG terrain, les entrepreneurs sociaux, les innovateurs terrain, et puis les institutions décisionnelles et autres autorités. Et en créant ce lien, en créant ce dialogue, que ce soit intergénérationnel et interinstitutionnel, entre l'innovation et la décision, l'idée, c'est vraiment d'accélérer tous ces processus. Et ce qui est super à vous entendre là aujourd'hui, notamment les voix des jeunes, c'est qu'il semble y avoir vraiment, comme disait Olivier, un mouvement de jeunesse qu'il faut, je pense, commencer à consolider en cherchant, en partant à la quête de tous ces jeunes qui ont les mêmes ambitions, qui ont les mêmes aspirations, et c'est ce à quoi aspire ce cercle, à grandir, à s'amplifier. Louise et Hugo, vous serez à la tête de ce cercle, notamment au niveau francophone. On prendra vos réflexions, mais c'est vraiment cette idée d'amplification et de faire en sorte que chaque jeune ne se sente pas seul sur ce genre de sujet qui nous importe. François et Olivier, vous vouliez interagir? Je ne vais pas monopoliser la parole, mais quelque chose que j'ai appris d'essentiel dans mes échanges récents avec un certain nombre de jeunes africains, en l'occurrence, parce qu'on est très sur le multiculturel. On travaille beaucoup sur la réinvention aussi des universités. Comment est-ce que ces universités peuvent être plus interdisciplinaires, mais mieux prendre en compte la vie des étudiants, être plus orientés projet, etc. Et dans ces conversations, quand on a des conversations dans le monde entier, il y a un sujet qui revient souvent quand on parle avec l'Inde, avec l'Afrique, qui est un peu l'enjeu de décolonisation des enseignements, tout un historique assez lourd, assez dur. Et donc, je vois des présidents d'universités sud-africaines ou d'écoles ou comme ça, qui vraiment font une forme de mea culpa énorme sur ce sujet-là. Et de manière très intéressante, il y avait un jeune qui est mentor. Il pilote un réseau qui s'appelle M-Mentoring en Ouganda, mais qui a vécu dans les taudis les pires, et puis vraiment, le récit de sa vie est assez incroyable. Il a fait des tas de choses différentes, et aujourd'hui, il anime un réseau de mentorat en Afrique, mais il a raconté une rencontre de ce réseau de jeunes mentors qui viennent d'à peu près tous les coins les plus défavorisés du monde. Ça avait commencé en Australie avec des populations aborigènes, et que quand ils se sont rencontrés, en fait, de 300 jeunes de plein de pays différents, ils ont commencé par tous s'affronter pour savoir lesquels avaient le plus souffert, lesquels avaient plus. Et en fait, ça a mal démarré. Et il me dit, on a assez vite pris conscience qu'en fait, ce n'était pas sur la rancœur, sur cette idée de décoloniser et de revanche totale qu'il fallait qu'on se batte, ou en tout cas là, on aurait plus d'impact, c'est en se réconciliant, en reconnaissant même que finalement, on est la 3e génération après cette période de la colonisation. Ses grands-parents s'étaient battus pour l'indépendance de l'Ouganda, mais qu'aujourd'hui, il était temps de se dire que même de tous les côtés de la planète, chacun avait pu vivre ce traumatisme-là de manière différente, et que c'est comment on allait construire des choses, pas forcément en poussant à fond, et la décolonisation des contenus, etc., est important, mais en tout cas en faisant une priorité des enjeux de réconciliation intergénérationnelle et entre cultures et d'avancer. Et j'ai trouvé que venant de Chiaka, ça avait été une vraie leçon de se dire sur quoi est-ce qu'on met l'accent. Est-ce qu'on met l'accent sur souligner les conflits et voir comment on les résout, ou plutôt aller directement sur essayer de trouver les terrains d'entente et les manières d'agir ensemble? Ça fait bien le lien avec cette première formation que Louise et Hugo ont eu effectivement en tant que membres du comité jeune avec Keshav sur la communication et les relations intergénérationnelles notamment, et les identités interculturelles. Axel, à toi. Oui, en fait, ce que fait Olivier me permet de faire un petit passage. Il y a quelque chose que je voulais dire. Honnêtement, j'étais un peu hésitant parce que j'ai peur que ce soit hors sujet, mais j'y ai pensé quand Louise et Hugo commençaient à parler des collaborations interculturelles. Et là, du coup, Olivier rentrant complètement dans le sujet, du coup, je me dis, ça y est, ouvre-toi dans la brèche. C'est qu'en fait, du coup, moi, à l'école Louvre, vous savez, on peut prendre des spécialités. J'ai choisi donc de prendre la spécialité des arts d'Afrique subsaharienne. Et je pense actuellement, peut-être que je changerai, mais je pense que faire de mon domaine d'études tout ce qui est de l'Afrique antique et de ses relations avec le reste du monde pendant l'Antiquité, parce qu'on en parle très peu alors qu'il y en a eu, mais donc c'est vraiment un domaine à développer. Et quand vous avez parlé justement du fait des expériences, d'écouter les expériences des autres, c'est que dans ces domaines-là, il faut déjà partir du principe que ce n'est pas sa culture d'origine, qu'on est là pour l'observer, la regarder, la connaître, mais que ce n'est pas la nôtre. Il ne faut donc pas non plus se l'approprier, la faire sienne, quitte à l'arracher.
Et donc, par rapport à ça, quand Olivier parle des enjeux de décolonisation, moi, ça me fait beaucoup penser aux enjeux qui ont été très présents ces dernières semaines, c'est les enjeux de restitution. Nous avons récemment restitué des œuvres au Bénin, les œuvres royales du Dahomey. D'ailleurs, j'ai eu cette chance d'avoir comme enseignante, j'ai cette chance d'avoir comme enseignante à l'école du Louvre une conservatrice du Quai Branly qui est spécialiste de cette discipline en particulier, donc c'est très intéressant. Et j'étais allé au Quai Branly du coup pour voir l'exposition sur les œuvres du Dahomey qui ont été exposées, qui maintenant sont rentrées chez elles et vont être exposées au Bénin. Voilà. Et j'ai vu du coup, j'ai vu le colloque, j'ai vu des gens aussi parler entre eux dans l'exposition, des gens qui parfois étaient d'origine béninoise ou non, et qui parlaient entre eux, et qui parlaient d'abord de ça, et puis après venaient de tout et d'autres. Il y avait une vraie discussion entre des gens, entre des cultures aussi, mais plus entre des gens, mais évidemment aussi entre des cultures, car ça implique un peu les deux. Et tout ça pour dire que ce genre de processus de revenir sur les mémoires coloniales, de revenir sur l'histoire, car ce sont aussi des enjeux d'histoire, et plus nous avançons, plus ça commence à devenir de l'histoire, à devenir important, peuvent se faire dans la dignité. Et c'est très important, ça se fait dans la dignité, dans le respect, dans la discussion, et par rapport aux enfants, les restitutions sont un vrai enjeu de droit d'avoir accès à sa culture, et de droit de connaître son patrimoine. Pour vous donner un exemple, dans un des débats qui était en marge de cette période de restitution et qui se faisait du coup sur un média français, je ne sais plus lequel, il y avait je crois une des responsables de la fondation Zinzou qui parlait du fait que les œuvres du Dahomey, les œuvres royales, avaient été exposées une fois au Bénin en 2006, je crois, et que c'était temporaire et elles sont revenues à Paris après, où elles étaient exposées avant au Quai Branly. Et donc, elle disait, mais par rapport à des enfants, comment voulez-vous que je parle de leur culture à des enfants, qu'après ils me posent la question de où sont les œuvres qui concernent leur culture, et qu'après je leur réponds « Ah, désolé, elles étaient là qu'en 2006, tu as raté ton patrimoine ». C'est un vrai enjeu par rapport à ça, de reconnaissance de ces choses-là. Et je pense que la culture, la muséologie et les jeunes qui veulent étudier des civilisations extra-occidentales, de faire un nouveau travail qui est très différent de celui qu'ont fait nos prédécesseurs par rapport à ces sujets-là, il faut le dire. Enfin, je veux dire, le nombre de biens mal acquis qui vont être restitués, le nombre de fouilles qui ont été faites ou d'expéditions qui ont été menées avec des buts colonialistes et des buts qui aujourd'hui ne sont pas vraiment défendables, eh bien c'est des enjeux vraiment de aussi voir comme nous en compte des disciplines dans le présent et dans de nouvelles collaborations pour faire à la fois des musées universels chez nous et des musées universels dans les pays par exemple d'Afrique ou dans les pays d'Asie, comme par exemple de l'Inde, mais il y a aussi le cas du Cambodge ou du Laos par exemple, sont déplacés assez évocateurs dans ces sujets-là. Et donc, je pense qu'il faut un travail de manière importante, mais quand je vois aussi, vous parlez notamment de cette génération-là qui fait beaucoup de choses et qui s'engage dans beaucoup de choses, quand je vois le nombre de jeunes qui veulent travailler là-dessus ou qui veulent travailler sur des civilisations, des périodes longtemps qui ont été mises un peu à l'arrière, un peu dégradées, c'est le cas par exemple de l'époque mérovingienne, c'est le cas des civilisations étrusques, c'est le cas évidemment d'autres civilisations extra-occidentales comme des civilisations mésoaméricaines ou des civilisations des Premières Nations autochtones. Quand je vois toutes ces choses-là et quand je vois aussi la manière dont ils veulent travailler là-dessus, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer et qui fait qu'on aura un monde de la recherche, un monde de l'archéologie, un monde d'histoire de l'art qui sera très conscient de ça et qui sera vraiment à l'avant-garde de, je pense, un mouvement qui est en train d'apparaître. Mais pour l'instant, c'est ce que je vois. Rien ne dit que ça va se confirmer et comme je le dis tout à l'heure aussi, je ne suis qu'au début de mes réflexions et de mes questions. Voilà. Merci beaucoup, Axel, encore pour ce beau témoignage. Je fais un petit lien sur un des autres cercles thématiques qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps, qui est le cercle Learning for Sustainability et qui s'est développé en un cercle finalement centré sur l'Afrique aussi. Le cercle qu'on a appelé Ubuntu, un peu à la quête et à l'exploration de cultures, de thèmes, un peu d'une autre perspective que pour laquelle nous ne sommes pas les mieux placés pour partager, pour discuter. Donc, on en apprend beaucoup. Si tu veux rejoindre ce cercle-là, je t'enverrai aussi les détails. On va bientôt conclure la session. Stéphanie, quelques mots de fin? Oui, du coup, je suis restée jusqu'au bout. Merci parce que c'est passionnant. Moi, je voulais juste témoigner de la soirée que j'ai passée hier soir j'ai eu la chance de voir le film Rupture
d'Arthur Gosset. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un jeune réalisateur qui est étudiant à Centrale Nantes et qui a filmé pendant 1 an 6 de ses contemporains jeunes. Et ça m'a évoqué plusieurs sujets que je trouverais intéressant de reprendre peut-être dans notre semaine de festival, et donc pourquoi pas monter une table ronde ou en tout cas pouvoir y réfléchir ensemble sur premièrement effectivement quand on est en rupture avec un système éducatif, voir quelles sont les voies possibles. Et donc là on a le témoignage de 6 personnes qui ont donc arrêté après leurs études ou ne sont pas allées dans les voies qui leur étaient proposées. Voilà, donc c'est assez intéressant de suivre ces 6 profils. Et aussi, dans ce dans ce film, dans ce reportage, et surtout Arthur Gosset, qui est lui confronté à la non-compréhension de ses parents. Donc ça traite aussi de la difficulté de nos jeunes aujourd'hui de rentrer en discussion face à des parents qui ne comprennent pas leur prise de position vis-à-vis du climat, vis-à-vis de leur... beaucoup de jeunes écoutent leur cœur et leur intuition. Et j'aimerais vraiment bien qu'on puisse y réfléchir pour donner à d'autres en fait, cette valeur d'espoir ou échanger effectivement des best practices, comme on dit, ou se dire qu'en fait, c'est possible de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, même contre l'avis de nos parents, même contre l'avis d'une société, sans être toujours dans une désobéissance civile, mais aussi avec d'autres moyens. Je trouve que ça serait intéressant d'avoir un débat sur ces sujets. Moi, en tout cas, en tant que maman d'un garçon de 21 ans et en voyant ce jeune homme pleurer, de ne pas arriver à expliquer à ses parents ce qu'il ressent au fond de lui par rapport au changement climatique, son hypersensibilité à ça. J'avais envie de lui redonner de l'espoir et je pense qu'on est là aussi pour ça dans le festival et à Learning Planet. Donc voilà, c'est cette notion d'espoir et de partage de comment aussi vis-à-vis des parents, et je me sens très concernée. Donc voilà, donc je voulais juste finir là-dessus et vous dire qu'effectivement on y œuvre et merci encore au CRI d'y avoir réfléchi depuis bien plus longtemps. Donc cette culture de l'espoir, elle doit être vraiment très présente dans tout ce qu'on fera et ce qu'on continuera à faire ensuite. Voilà, je vous dis au revoir et à très très vite pour construire la suite. Pour réagir sur ce que vient de dire Stéphanie, je pense que cette notion d'espoir est essentielle, c'est évident. Et si on veut créer des alternatives dans lesquelles les jeunes, les parents et l'ensemble de la société puissent se réaligner progressivement, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Un des sujets sur lesquels on essaie de réfléchir, et je vous tends la perche à tous ceux que ça peut intéresser, c'est de se dire, est-ce qu'on peut, par exemple, hacker les Olympiades et hacker les diplômes et créer des nouveaux lieux qui soient plus légitimes, où on soit légitime quand on s'engage pour la planète et pour l'environnement, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a plus ou moins le choix, c'est un peu ce que tu décris dans ces ruptures, entre le monde d'hier et le monde de demain, le monde des diplômes et le monde des choses qui servent, entre la planète et l'emploi. Et en fait, je pense que non, on peut redesigner de nouveaux lieux qui font sens et qui réalignent en fait les intérêts des différentes générations. Et donc cette capacité-là, est-ce que ça se fera dans le cadre de la Learning Planet? En tout cas, moi j'y aspire fortement. Et donc merci à tous pour cette belle journée. Et je pense que effectivement, ce besoin de repenser les droits de cette jeunesse pour qu'elle puisse s'épanouir et contribuer à inventer autre chose me semble essentiel. Merci en tout cas à tout le monde. Merci à tout le monde. Je ressors inspirée et pleine d'espoir de cette conversation assez intime avec vous tous. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Passez un bon week-end et vous entendrez de mes nouvelles la semaine prochaine. Stéphanie, un dernier mot. Non, c'est bon. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, au revoir.